Bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom est Michel Labbé, auteur du roman de science-fiction Le Boomerang du temps, publié aux éditions Dédicace. Nous recevons maintenant M. Guy Boulliam, fondateur et président directeur général des éditions Dédicace, qui nous parlera de sa liseuse, de livres numériques et des avantages que celle-ci comporte pour l'éditeur, les auteurs et les lecteurs. L'entrevue sera dirigée par M. Éric Leray, fondateur et président de EPC Partners Incorporé, qui créera, dès l'année prochaine à Montréal, le Forum international des liseuses électroniques et des contenus numériques, Tape et Paperware. Il est très important de noter que les éditions Dédicace sont la première maison d'édition à mettre sur le marché sa propre liseuse numérique. Sans plus attendre, M. Guy Boulliam et Éric Leray. Oui, merci. Vous nous entendez? C'est bon. Alors, je vais essayer de... C'est bon, là, pour la sono. Voilà, c'est parfait. Alors, je me présente donc Éric Leray. Effectivement, c'est pas la première édition, c'est la 4e édition pour l'année prochaine, puisque j'ai fait une première... donc, c'est là que j'ai rencontré Guy Boulliam en septembre 2009 à l'UQAM. C'était un forum international sur les liseuses électroniques et les contenus numériques. Et j'ai fait aussi quelques études, puisque j'ai sorti un livre en 2008 sur le sujet. Alors, je voulais juste mettre en perspective l'importance de l'initiative de Guy, puisqu'il faut savoir qu'au Québec, vous aviez la plateforme Érudit, qui a été une des premières plateformes pionnières dans le monde, et pas seulement au Québec, mais aussi par rapport à la France et aux Amériques, à créer une plateforme numérique, mais réservée à l'époque, avec Guylaine Baudry et M. Boisvenu, donc sur ce qu'on appelle les revues universitaires numériques. Ensuite, en juillet 2007, j'ai participé avec Mme Guylaine Baudry à une étude sur les enjeux de l'édition numérique avec la NET pour De Marque, qui a créé donc la deuxième plateforme numérique, mais avec une tradition plutôt privée. Ensuite, vous avez Jolie.ca, donc en août 2009, qui a été créé donc à Québecor avec l'aide de Marque aussi. Et ensuite Prologue. Donc vous avez comme ça un peu le paysage des trois plateformes numériques. Donc Guy, à ce moment-là, je l'ai rencontré puisqu'en septembre 2009, j'organise ce forum. Et Guy, intéressé par ce projet, devient passionné et il va devenir donc le premier éditeur au Québec à développer une liseuse numérique. Alors, on va commencer par la première question, c'est quand avez-vous fondé votre maison d'édition? Et l'avez-vous fondé dès le départ avec Internet et le numérique? Ou avez-vous commencé avec Internet et des livres papier, ou seulement avec des livres papier? Voilà. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous remercie d'être là à la conférence. Donc, pour répondre à la question, j'ai créé la maison d'édition Dédicace en 2009, après un long cheminement dans la vie. J'ai commencé ma carrière dans le milieu des arts, dans le milieu de l'édition à l'âge de 20 ans. J'en ai aujourd'hui 50. En 2009, après diverses expériences, j'ai décidé de mettre mon expérience à profit justement pour créer une nouvelle maison d'édition québécoise. Dès le départ, j'ai voulu que cette maison d'édition soit tournée vers la modernité. Donc, j'ai pris la décision de me lancer au niveau numérique. Mais quand on dit numérique, c'est aussi pour le livre papier, parce qu'on n'utilise pas, nous, l'impression offset qui se faisait à l'époque encore régulièrement. On utilise l'impression numérique, c'est-à-dire l'impression à la demande. Donc, on ne fait pas de tirage illimité ou de tirage important de nos livres. On est capable d'imprimer selon la demande, autant à l'unité qu'en quantité. Dès la création des éditions Dédicace, on a voulu aussi miser non pas seulement sur le papier, mais aussi sur le livre numérique. Et dès le départ, au niveau des contrats, ça a été... les barèmes ont été fixés de cette façon que chaque contrat signé avec les auteurs, il y avait une version papier du livre qui était imprimée, mais aussi sa version numérique. Une version soit PDF, soit EPUB. Alors justement, vous étiez pionnier aussi avec... On connaît peut-être, certains dans l'Assemblée connaissaient aussi Fondation Fleur de Lys, qui était une des premières aussi à faire de l'édition à la demande et dans le numérique, mais Guy a rejoint les pionniers. Alors justement, dans le cadre de livre et la réflexion, j'ai réuni 30 spécialistes sur la bataille de l'imprimé à l'ère du numérique. Vous, votre point de vue, c'est toujours été de jouer la complémentarité. Hein, exactement. Selon mon avis, c'est que le livre papier ne disparaîtra pas comme tel.
les gens seront toujours amoureux du toucher. Le livre, c'est un objet affectif. Donc, selon moi, le livre papier n'est pas prêt à disparaître. Il ne se fera pas dépasser nécessairement par le numérique. Le numérique, selon moi, va devenir le complément du livre papier. Donc, les deux supports, parce que le numérique et le papier, ce sont deux supports différents, vont éventuellement s'équivaloir, ce qui est en train de se faire à l'heure actuelle. Le livre numérique est en train de rejoindre au niveau des ventes, rejoint le livre papier au moment où on se parle. Dans la première recherche, depuis 2010 aux États-Unis, le numérique a dépassé en termes de vente, mais ça on en reviendra. Ce qui est intéressant aussi, peut-être à faire le parallèle, c'est à l'époque de l'imprimerie, quand Gutenberg a inventé son imprimerie, on a mis 50 ans, entre 450 et 1500, pour que l'imprimerie prenne la place des calligraphes. Donc pour l'instant, on est dans une logique de complémentarité et de copiage, et non pas de remplacement. Ça, c'est important, et je pense que Guy et son initiative vient dans cette logique, puisqu'il joue la complémentarité. Exactement. Alors, est-ce que dès le départ, vous avez utilisé Internet dans vos stratégies d'affaires? Est-ce que ça a été important, un peu comme Amazon? Effectivement, disons, comme j'ai dit tout à l'heure, on se veut une maison d'édition moderne. Donc, dès le départ, on a utilisé Internet et les réseaux sociaux, les différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn. On a utilisé Internet pour se faire connaître très rapidement à l'échelle internationale. Et je peux vous dire que mes souhaits ont été réalisés parce que dès la création de la maison d'édition en 2009, j'ai presque immédiatement reçu des manuscrits à partir de notre site Internet, mais pas seulement des manuscrits en provenance du Québec, mais en provenance aussi de l'Europe et même de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Donc, dès le départ, Internet a été pour nous un outil très important. Internet, tout le monde le sait, c'est la révolution. Ça a été le départ de la révolution numérique. On peut maintenant communiquer à l'échelle mondiale grâce à cet outil. Donc, on a mis cet outil à notre service et ça nous a rapporté, ça l'a porté fruit. Oui, puis il faut noter que, par exemple, Amazon fait 95% du marché américain. Ça redonnait aussi de l'élan à l'édition papier. Exactement. Il faut voir qu'il y a une complémentarité dans l'édition papier et numérique, mais aussi dans l'utilisation d'Internet par rapport au support papier. C'est ça. Alors, justement, y a-t-il une différence de vente entre le support papier et le support numérique? Est-ce que vous avez pu constater, soit à titre du prix, ou soit à titre de la façon des pratiques de lecture, des pratiques d'écriture aussi pour les auteurs que vous avez chez vous? Au niveau du prix? Disons que sur les différents niveaux, c'est-à-dire le prix, mais aussi, est-ce qu'un auteur s'exprime différemment ou écrit différemment? Non, l'auteur n'écrit pas différemment pour la simple raison qu'on reçoit les manuscrits. L'auteur n'écrit pas pour faire un livre numérique, il écrit pour être publié. Donc on reçoit le manuscrit, c'est nous qui avons décidé de faire les deux versions, la version papier et la version numérique. Donc le numérique n'affecte pas l'écriture, n'affecte pas la création. Nous, on reçoit le manuscrit à l'état pur, si on veut. Nous, on en fait deux versions, donc une version papier et numérique. Aux éditions dédicaces, dès le départ, j'ai fait en sorte que le livre numérique soit vendu au maximum la moitié prix du livre papier. Encore aujourd'hui, on trouve dans certaines boutiques des livres numériques, des boutiques que je ne nommerai pas, des livres numériques qui sont soit même le même prix que le livre papier, ou même, des fois, le livre numérique peut coûter plus cher. Ce qui est illogique en mon sens, parce que le livre numérique, presque tout le monde le sait, c'est que les frais de production ont été beaucoup réduits. Donc, il est complètement illogique de vendre un livre numérique au même prix qu'un livre papier. Nous, chez nous, aux éditions dédicaces, nos livres numériques sont à moitié prix. Et plus encore, c'est que c'est avantageux pour l'auteur, parce que moi, j'ai commencé ma carrière en tant qu'auteur, en tant que poète, et je suis quelqu'un qui est capable, un éditeur qui est à l'écoute de l'auteur, qui est capable de discuter avec lui et de le comprendre. Donc, au niveau du numérique, étant donné qu'il y a moins de frais de production pour nous en tant qu'éditeur, on s'est dit, je me suis dit, pourquoi pas partager ce bénéfice avec l'auteur. Donc, contractuellement, pour le livre papier, l'auteur a un droit d'auteur de 10 %, ce qui est régulier dans le milieu de l'édition. Mais pour le livre numérique, on lui donne un droit d'auteur de 40 %. Le livre, même si le livre est vendu moitié prix, c'est souvent plus profitable pour toutes les parties au niveau de la commission en bout de ligne. Alors bon, on va rebondir, puisque effectivement, là, vous avez bien situé le numérique, et entre le papier et le numérique, c'est parfait. Mais alors, comment vous êtes tombé sur le monde des liseuses électroniques, et comment avez-vous eu cette idée d'avoir votre propre liseuse électronique? J'ai décidé d'avoir la liseuse pour une simple et bonne raison, c'est que je recherchais un moyen moderne,
un outil moderne de diffuser les ouvrages de mes auteurs. Un outil moderne, on a pensé à toutes sortes d'idées. Des idées parfois farfelues, des idées qui n'étaient pas tout à fait, c'était pas ce qu'on recherchait. Comme par exemple une clé USB. On s'était dit, on va mettre des livres sur une clé USB, on va essayer de placer la clé USB en magasin. C'est pas l'idée la plus originale. À force de réfléchir, de cogiter sur différents projets, c'est là que l'idée est venue de créer notre propre liseuse numérique en y intégrant un certain nombre, une quantité quand même relativement importante de nos ouvrages. Donc, oui, il y a près d'une centaine d'ouvrages de la maison d'édition déjà offerts dans l'achat de la... Pour l'instant, on fournit 75 ouvrages de nos auteurs et aussi des ouvrages libres de droit. Donc, on a voulu faire un produit qui était profitable pour tout le monde, c'est-à-dire, pour l'éditeur, bien sûr, mais aussi pour l'auteur, parce qu'on essaye de trouver des nouveaux moyens pour le promouvoir, mais aussi pour le lecteur, pour le client. Quelqu'un qui achète la liseuse des éditions dédicaces, il n'achètera pas une coquille vide. La personne, on a voulu faire un produit très abordable, puis avec du contenu. Donc, quand la personne achète la liseuse, elle n'a qu'à l'allumer et la personne peut lire immédiatement. Alors justement, oui, c'est ça. Donc, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que pour ceux qui ne sont pas initiés, vous prenez ça, vous branchez sur votre ordinateur avec une prise USB et vous pouvez compléter la collection que vous avez et acheter soit sur Amazon, soit sur jeudi.ca ou Archambault, ou comme la Copucam, et vous pouvez télécharger votre... C'est ça. Nous, on fournit certains livres des éditions dédicaces, mais le client, je dirais plus le lecteur, est toujours libre d'aller ailleurs pour télécharger des livres, même de d'autres éditeurs. On n'enchaîne pas le lecteur aux éditions dédicaces. Nous, ce qu'on fait dans le fond, c'est un cadeau. On vend la liseuse, il y a de nos livres dedans, mais le lecteur reste libre, même de les garder ou non, oui, c'est un format ouvert, c'est ça? Exactement. C'est important. Oui, parce que par exemple, pour donner des choses concrètes, Kindle, quand vous achetez Kindle, vous êtes obligé de vous procurer des produits seulement sur Amazon. Exactement. C'est ce qu'on ne veut pas. Plusieurs éditeurs vont protéger les livres numériques avec ce qu'on appelle, ou avec un terme technique, on appelle les DRM. Le DRM, c'est une technique qui permet de protéger le livre contre la copie. Il y a plusieurs autres éditeurs, dont je fais partie, qui sont contre les DRM, parce que moi, je considère que le client lecteur qui a acheté son livre, le livre lui appartient. C'est comme quand on a un livre papier, on le prête à quelqu'un, on l'emprunte à la bibliothèque. Exactement. Puis moi, je suis un homme qui aime la liberté, fait que je ne commencerai certainement pas à enchaîner les autres. Quand on aime la liberté, on l'aime pour tous. Alors, donc, les différents formats, vous avez le PDF, le texte et le RTF, mais aussi l'EPUB. Expliquez-nous un peu. Le format EPUB est le format universel pour le livre numérique. Dans la liseuse qu'on offre, on peut ajouter différents formats comme le PDF, comme le RTF, mais c'est pas on peut le faire, mais ce n'est pas le format idéal pour la lecture de livres. Le format reconnu universellement par à peu près toutes les liseuses, c'est le format EPUB. Effectivement. Alors, il faut savoir que le PDF par rapport à l'EPUB, le PDF, ça ne s'adapte pas aux différents formats de votre écran. Donc, si vous avez un écran d'ordinateur chez vous, une liseuse ou un cellulaire, ce qui n'est pas le cas de l'EPUB. Par contre, l'EPUB, lui, s'adaptera à l'écran. C'est-à-dire qu'en fonction de l'écran, il va adapter toute la mise en page, il va conserver la mise en page et s'adapter à l'écran. C'était important à souligner. Alors, parlez-nous de la réaction de vos premiers clients. Sont-ils heureux de leur liseuse, et puis surtout s'adapte-t-il à la lecture sous forme électronique? Jusqu'à ce jour, on a une très bonne réponse de nos clients, de notre clientèle. C'est certain, je ne les suis pas à pas, mais on n'a jamais eu aucune critique négative, surtout aucun retour. On a sorti la liseuse il y a déjà 4 mois, c'est encore jeune, mais jusqu'à maintenant, on n'a reçu aucun commentaire négatif. Donc j'imagine que tout va bien pour eux. C'est sûr que c'est jamais parfait, mais on va toujours trouver des difficultés. Mais on est dans la révolution de la lecture sur Internet, parce qu'on est plus d'1 milliard sur Facebook, et sur Internet, on approche les 2 milliards, donc on passe son temps à lire sur Internet. Exactement. Donc l'habitude petit à petit de lire sur Internet, donc sur l'écran d'ordinateur, prend sa place tranquillement dans le foyer des gens. Présentez-nous un peu les caractéristiques de vos liseuses, parce que quels sont les avantages et les inconvénients? Alors je sais qu'il est rétroéclairé par exemple. Oui, c'est ça. Plusieurs liseuses sur le marché fonctionnent avec ce qu'on appelle les écrans e-ink. En français, c'est l'encre électronique.
Notre appareil, l'écran c'est un écran rétro-éclairé, un peu comme l'ordinateur, mais la luminescence est quand même plus agréable. Vous regardez par exemple l'iPad. Bon, j'aime l'iPad, mais ça dépend de ce qu'on veut en faire comme outil. L'iPad est plus aveuglant, hein? Chacun le sait. Tous ceux et celles qui ont touché un iPad savent que bon, il y a des reflets parfois, le confort de lecture n'est pas idéal pour le livre, je m'entends bien. Pour les applications, c'est sûr que c'est un outil. C'est très difficile de lire en plein jour. Hein. Exactement. Alors que ce qui est le cas, ce qui est possible pour une liseuse électronique. Exactement. Notre liseuse a beaucoup d'avantages sur les autres produits que vous trouverez sur le marché. Bon, il y a tout d'abord les livres qu'on inclut, les différents fichiers. Ça, c'est déjà très avantageux parce que nos livres, si vous regardez chez Amazon Kindle, on met nos livres en vente chez Amazon. Le prix moyen de nos livres est environ 10 $. Donc, si on calcule la quantité de livres qu'on fournit, déjà, si on parle au niveau avantage, la personne qui achète la liseuse a pour 750 $ en valeur de livre. Ça, c'est déjà avantageux par rapport à la compétition. Il rembourse son prix d'achat de la liseuse, en fait. Exactement. La liseuse est vendue 125 $ et on donne pour une valeur de 750 $ en livre. Je tiens à préciser qu'on a une entente spéciale avec chacun des auteurs qui se retrouvent dans la liseuse. Je veux dire, on n'est pas en train de pirater nos propres auteurs. On a signé des ententes spéciales et on donne une commission à chacun des auteurs dont le livre est dans la liseuse. Lorsqu'on vend la liseuse, il y a une commission qui part à chacun des auteurs. Bien sûr, la commission n'est pas très élevée parce qu'il y a plusieurs auteurs qui sont intégrés dans la liseuse, mais on n'a pas oublié le principal concerné qui est l'auteur. Ça, c'est très important que je le mentionne. Alors, donc, justement, est-ce que vous avez développé d'autres produits adaptés à ce support? Est-ce que vous avez changé votre façon de travailler? Disons que je vais continuer avec les avantages parce que je n'ai pas tout à fait terminé ce... Vas-y. Pour ce qui est des avantages, c'est que notre liseuse, il y a non seulement la possibilité de lire les livres, mais il y a aussi les options vidéo, musique et photos. Ça, c'est très important parce que pour quelqu'un qui part en voyage, disons, à Québec, vous prenez l'autobus, vous pouvez mettre les photos de famille, vous pouvez mettre de la musique, écouter la musique tout en lisant un livre. C'est multimédia, en fait. C'est une liseuse multimédia, exactement. Noir et blanc ou couleur? Pardon? Noir et blanc. Écran couleur. Donc c'est important parce que comme ça, vous pouvez mettre effectivement couleur. C'est ça. La personne peut ajouter une vidéo dans la liseuse et regarder une vidéo pendant qu'elle se déplace en autobus ou en avion. Alors, et au niveau de la solidité, enfin, on peut le transporter un peu partout. Combien ça dure au niveau de la batterie? OK, la batterie, la durée de lecture avec notre appareil est d'environ 6 heures, entre 5 et 6 heures selon l'utilisation que vous en faites. C'est certain que si vous visionnez des vidéos, bien là, la durée va être un peu plus courte. Mais pour la lecture de livres, c'est environ 5-6 heures, qui est quand même pas mal. C'est l'avantage justement entre la technologie E-Ink, qui est une société donc américaine rachetée par les Japonais il n'y a pas longtemps, et la technologie LCD qui est en fait l'écran d'ordinateur ou la télévision. Exactement. Qui consomme beaucoup plus d'énergie. Oui. On le voit avec l'iPhone ou l'iPad où on doit recharger régulièrement. Oui, c'est ça. Alors que là, on peut tenir une semaine sans problème. C'est ça. Non, pas une semaine, c'est 6 heures. Non, mais une lecture de livre seulement. Lecture de livre, c'est une durée d'environ 6 heures. Okay. Mais je crois que pour la plupart des gens, lorsqu'on a lu pendant 6 heures, il est temps de prendre une pause. Fait qu'on peut recharger l'appareil pendant qu'on dîne ou qu'on soupe, là, ou qu'on dort. Le chargement, c'est important de dire aussi que lorsque la batterie est plus ou moins à terre, le chargement se fait en 3/4 d'heure, 1 heure. Donc c'est quand même assez rapide là, pour recharger la liseuse. Moi, je voulais savoir, justement, par rapport à votre politique éditoriale, enfin, par rapport à la politique éditoriale, est-ce que ça a changé une façon de faire? On parle toujours de modèle économique par rapport à l'édition, ce qu'on appelle les pure players dans l'édition comme dans la presse. Vous êtes entre le papier et le numérique, donc vous n'avez pas choisi encore d'être dans l'un ou dans l'autre complètement. Là, on est dans les deux. On a choisi d'être dans les deux. Mais est-ce que ça a changé quelque chose dans votre façon de travailler? Pas du tout. C'est comme j'ai dit au début, là, le numérique, pour moi, n'a rien changé. Ce n'est qu'un support supplémentaire de diffusion. Donc, même au niveau contractuel, même avec nos partenaires commerciaux, je ne vois pas de différence. Là. Même si on va dans des boutiques, ça va être la même commission qui va aller à la boutique. Il n'y a pas de changement majeur à ce niveau-là. En ce qui me concerne, peut-être qu'un autre éditeur répondrait différemment,
Mais en ce qui me concerne, ben, ça n'a pas, il n'y a pas eu de changement majeur. La question qui vient naturellement, c'est par rapport à vos autres confrères, y a-t-il des liens ou des intérêts du point de vue de vos confrères qui viennent vous poser des questions, savoir comment ça se passe pour éventuellement faire la même chose? Ben ça, je ne réponds pas à ces questions-là. Si quelqu'un m'approche, je ne réponds pas à ces questions. Non, mais je veux dire, simplement par intérêt. Disons que j'encourage pas la compétition à faire comme moi. Donc, non, parce que j'imagine qu'ils observent ce que vous faites avec intérêt, parce que pour voir... Ben, ils doivent m'observer, mais bon, tant mieux. Non, mais ça, je ne répondrai jamais à ces questions-là. Je veux dire, moi, je travaille très fort pour développer mon entreprise. Je ne donnerai certainement pas mes recettes. C'est comme un chef cuisinier. Mais c'est sûr qu'on ne vit pas en dehors du monde, donc c'est sûr que le monde de l'édition, depuis une dizaine d'années, disons, est obligé de s'adapter à ce nouveau produit. Alors c'était pour savoir si effectivement ça permettait à d'autres éditeurs de voir que... Oui, mais je essaie de répondre en ce sens. Chaque éditeur, qu'on le veuille ou non, on est en entreprise. On est tout de même si on se côtoie d'une façon agréable. Il faut être honnête, une entreprise, c'est une entreprise, on est compétiteur à quelque part. Comment réagit le syndicat des éditeurs du Québec à cette initiative? Je ne pourrais pas répondre à leur place. J'ai eu des encouragements. J'ai fait une entrevue il y a 2 jours à 98,5 avec Isabelle Maréchal. On était des éditeurs autour d'une table ronde, puis je peux vous dire que la relation qu'on a un envers l'autre est très respectueuse. De là à donner nos techniques ou à donner nos contacts, on n'en est pas rendu là. La relation est très respectueuse un envers l'autre. Ils ne vous voient pas comme un ennemi, comme un... Pas à ce que je sache, mais on ne connaît jamais le fond de pensée des gens. Parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a eu Bruno Rive qui est venu il y a 2-3 ans présenter au Salon du Livre ici les liseuses électroniques. À l'époque, c'était seulement à titre de curiosité. Maintenant, ça devient une industrie. Donc, il y a quand même un changement entre 2009 et 2012. Donc, vous êtes révélateur de ce changement. Nous, c'est certain que moi, personnellement, j'ai mon ambition. Mon ambition, c'est de prendre la plus grande part de marché possible. Autant, déjà au niveau du livre, on diffuse nos livres en Europe, aux États-Unis, dans plusieurs pays. On a des auteurs, la même chose, qui proviennent des 5 continents pratiquement. On a des auteurs de la République du Congo, de l'Argentine, les pays européens, les États-Unis, le Canada. Donc, justement, par rapport au marché, est-ce que vous sentez que le marché francophone reprend un peu le retard qu'il avait sur le marché anglophone et que vous êtes un peu révélateur de ce changement d'état d'esprit? C'est certain que les Américains sont toujours en avance, hein, sur toute technologie, dans tous les milieux, dans tous les domaines, les Américains ont toujours un pas d'avance sur les autres pays. Au niveau francophonie, ben moi, selon mon expérience personnelle, c'est malheureux à dire, mais c'est la France la première. C'est le Québec qui est en retard. Ça, je suis québécois moi-même, donc c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. On est en train tranquillement de rattraper le retard. On est en train de le faire, là, on est en démarche. Et par rapport à la Belgique ou la Suisse ou les territoires africains? C'est la France qui est le plus avancée. Au niveau de la Belgique, c'est un plus petit pays, dont le développement se fait plus lentement aussi. La France est vraiment en développement. Là, mais en même temps, on voit des acteurs québécois qui sont incontournables, comme Demarque, ça, je n'ai pas dit le contraire. Au Prologue, et qui il y a sont des acteurs, présents en Europe. Il y a des acteurs. Même en Chine récemment, je crois, si vous suivez l'actualité. C'est ça. Il faut faire la différence entre les acteurs et le public. Moi, je pensais plutôt au public. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a des acteurs. Si on veut justement que le livre numérique se développe, ça prend des acteurs. Sans acteurs, le public n'aura jamais les produits en conséquence. Donc, il y a des acteurs qui travaillent, comme Demarque, effectivement, dont j'encourage l'initiative. Mais le développement, ce que je veux dire, c'est que le développement s'est fait peut-être un peu trop tard par rapport à les autres pays qui sont déjà un peu plus avancés que nous là-dedans. Justement, j'ai peut-être une dernière question par rapport aux acteurs de marque. Alors, les 3 plateformes que j'ai citées, leur travail, c'est de créer des entrepôts numériques, ce qu'on appelle. Et donc, ça permet aux éditeurs comme Guy de pouvoir déposer leurs fichiers. Et il y a un coût. Hein. Donc, c'est un service important puisque ce n'est pas leur métier de créer ces entrepôts numériques pour pouvoir après faire des plateformes et à vous comme lecteur, aller voir ces plateformes et pouvoir acheter en téléchargeant avec vos cartes de crédit. Et vous, alors,
quels sont les liens, sans rentrer dans le détail, mais est-ce que ça a été des partenaires importants pour justement vous aider dans votre projet? Demarque a été un de nos, je dirais, nombreux partenaires. On a des partenaires d'affaires jusqu'aux États-Unis. Par exemple, on a signé un contrat avec Overdrive, qui est un des plus grands distributeurs de livres numériques pour les bibliothèques, pas seulement pour les États-Unis, mais au niveau mondial. Overdrive, entre autres, diffuse les livres numériques jusqu'à la Bibliothèque nationale du Québec, ici, à Montréal. Donc, on a un partenariat avec eux depuis 2 ans. On a différents partenariats comme ça jusqu'en France et aux États-Unis, au Canada. Au Canada, c'était avec Demarque. On a signé avec eux un contrat pour la diffusion de nos livres. Donc, je pense qu'on va en terminer là. Merci beaucoup, M. Guy Brouillard. Donc, est-ce que vous avez un site Internet où on peut vous joindre? Oui, vous pouvez visiter notre site Internet au www.dédicace, dédicace au pluriel.ca. Il y a aussi notre blog qui est très intéressant, parce que sur le blog, on diffuse des informations quotidiennes. C'est dédicace au pluriel, toujours, .info. Bien, on vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup.